Donc, je m'appelle Anne-Laure Jomouillet, j'ai 34 ans, je suis enseignante dans un centre de formation pour apprentis. Je suis prof de français, histoire, géographie. Je suis adjointe au maire en charge des comités de quartier et des finances depuis 1 an. Et je suis élue dans l'équipe municipale de Maxime Bonneau depuis 2008, au Parti socialiste. Alors il y en a plusieurs, et notamment la première, c'est la décision qu'a prise Maxime Bonneau de ne pas se représenter. Où, je me suis dit, à partir de ce moment-là, qu'on assistait vraiment à une fin de cycle. Le cycle Crépeau-Bonneau, entre guillemets, et qu'il était temps, que ça marquait le temps pour passer à un autre cycle, à une autre génération politique, avec une approche un peu différente de la pratique politique. Dans la continuité, évidemment, parce que moi j'assume totalement ce que les équipes précédentes ont réalisé à La Rochelle, mais avec une nouvelle approche de cette pratique du pouvoir, de la pratique politique. Et notamment, moi je vois deux méthodologies, entre guillemets, deux colonnes vertébrales dans la façon dont on peut animer une ville aujourd'hui. La première méthodologie, c'est qu'on ne peut pas le faire sans l'adhésion des gens, on ne peut pas le faire sans la participation des habitants de cette ville, c'est-à-dire il faut créer l'adhésion autour de projets structurants, il faut créer les formes de dialogue avec la population. Et la deuxième méthodologie, c'est en termes de financement public. Vu la raréfaction de l'argent public à laquelle on assiste et qui, je ne pense pas que ce soit accidentel ou conjoncturel, je pense que c'est vraiment structurel. Il y a de moins en moins d'argent public. Et donc il faut faire avec moins aussi bien. Et donc il faut être très clair dans les priorités qu'on met en place et être très transparent dans la façon dont on dépense l'argent public. Pour moi, c'est une priorité. Et ce qui correspond aussi à la première méthodologie, c'est-à-dire créer l'adhésion autour des projets structurants. Moi, j'ai l'impression que un des cœurs du sujet là, de la période qui nous attend, c'est l'habitat. Non pas que le logement, mais l'habitat, c'est-à-dire la répartition géographique de l'habitat, la répartition sociale de l'habitat. Et c'est en s'attaquant à la question de l'habitat qu'on pourra aussi répondre à la question de l'emploi. Parce qu'il y a des entreprises qui souhaiteraient s'installer à La Rochelle, mais qui ont bien conscience qu'avec le prix des loyers, qui est extrêmement élevé à La Rochelle, cela leur pose un problème par rapport à leurs salariés qui devraient s'installer beaucoup plus loin, qui doivent s'installer, c'est déjà le cas, beaucoup plus loin, ce qui a un coût en termes de finances publiques, ce qui a un coût aussi en termes de pratique d'efficacité au travail, tout simplement. Quand on fait une demi-heure de route le matin, une demi-heure de route le soir minimum, pour aller travailler, on est évidemment moins performant au travail. Donc voilà, je pense que la question de l'habitat, elle est fondamentale. Et c'est aussi une question de justice, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui, en fonction de ses revenus, en fonction de sa catégorie sociale, on ne peut pas forcément habiter à La Rochelle. Ça, c'est un problème qui me semble fondamental, et y compris dans la répartition à l'échelle de la ville. On sait qu'on perd des familles à La Rochelle, parce qu'elles vont s'installer plus loin, parce que c'est moins cher. Et du coup, on assiste quand même à une sorte de gentrification de la ville, et les écarts se creusent de plus en plus entre les très pauvres, ou les pauvres, en gros, qui peuvent habiter à La Rochelle dans les logements sociaux, même s'ils ne sont pas insuffisants, et puis des catégories plus aisées qui ont les moyens de s'installer à La Rochelle. Je pense que sur l'équipe, d'abord, une équipe, elle doit se rassembler sur un projet. C'est-à-dire que moi, je considère que l'équipe, elle intervient après la réalisation, l'écriture du projet, parce qu'elle doit porter ce projet. Donc il faut là aussi une adhésion, une cohérence dans la façon de porter ce projet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ensuite, je pense qu'il y a des critères, entre guillemets, pour la réalisation d'une liste, pour une élection municipale. Moi, je crois beaucoup à l'hétérogénéité des équipes. Si on veut, moi, une de mes valeurs, c'est
c'est la mixité sociale, mixité intergénérationnelle. Donc évidemment, l'équipe, elle doit être à l'image de ces valeurs fondamentales. Donc différents âges, différentes catégories sociales, différentes expériences professionnelles, différents quartiers de la ville. Voilà, ça doit être vraiment à l'image de notre ville. Et puis ensuite, des critères un petit peu plus, là, qui me sont assez propres et qui répondent aussi à ce besoin de renouvellement de la façon dont on aborde la vie publique, la vie politique. C'est que je crois qu'il est temps véritablement de limiter extrêmement le cumul des mandats. Parce que justement, on a besoin d'élus disponibles. On a besoin d'élus à la fois disponibles et qui soient un petit peu en adéquation avec... qui connaissent un petit peu la réalité de la vie. Et pour connaître la réalité de la vie, c'est bien d'être salarié ou d'avoir connu la recherche d'un emploi, etc. Et à mon avis, on ne peut pas avoir un emploi salarié hors politique et en même temps cumuler des mandats et être efficace partout. Moi, j'y crois assez peu. En tout cas, plus aujourd'hui. Je pense que c'est plus le cas. Le rôle il y a tellement de demandes par rapport aux élus qu'on peut plus se permettre. C'était sans doute le cas avant, mais là, aujourd'hui, on peut plus se le permettre. Donc, moi, je suis très attentive au non-cumul des mandats. Bonjour, Anne-Laure Gemouillet. Je m'appelle André Jacques. Je suis retraité. Je vis à La Rochelle, au centre-ville, puisque je suis dans mon bateau qui est dans le bassin à flot. J'avais envie de vous poser une petite question. C'est par rapport à une époque, dans un contrat d'assurance, on nous demandait de gérer la maison en bon père de famille. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette expression, puisque moi, elle me convient bien et j'imagine qu'une ville, une mairie peut se gérer comme ça. Et ma deuxième question, c'est par rapport au musée maritime. Alors, on a une très très belle salle qui s'appelle La Sirène. On est sur le point de récidiver avec le musée maritime. Que pensez-vous de ces dépenses alors que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas de travail et crèvent de faim? Voilà, merci. Alors, bonjour Monsieur Jacques-André. Je réponds à votre question sur la gestion en bon père de famille. D'abord, juste une petite anecdote. Moi, je n'apprécie pas beaucoup l'expression la gestion en bon père de famille. Je considère que la gestion en bonne mère de famille, ça marche aussi. Mais par ailleurs, pour répondre à votre question, je pense qu'il faut équilibrer sur un budget d'une collectivité publique parce que ça n'est pas notre argent. Il s'agit de dépenser au nom de la majorité, au nom des Rochelais en l'occurrence. Je considère qu'il faut un équilibre entre à la fois ce qui permet à notre mesure de créer de l'emploi, et je pense à des investissements, des travaux liés à des investissements. Ça passe par des travaux de voirie, mais ça passe aussi par des travaux, des investissements en termes de structure, d'infrastructures rochelaises. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est être extrêmement vigilant sur la capacité d'autofinancement de la ville, c'est-à-dire ne pas devoir trop emprunter pour garder une autonomie à la ville. Et compte tenu du contexte que l'on connaît et qui ne va pas aller, à mon avis, en s'arrangeant dans les années à venir, il vaut mieux garder une grande capacité d'autonomie, donc une capacité d'autofinancement à l'échelle de la collectivité. Et le troisième point, c'est quand on emprunte, parce qu'on est évidemment obligé d'emprunter dans les collectivités publiques, c'est être très regardant sur le type d'emprunt que l'on contracte. Et notamment, nous, à La Rochelle, depuis quelques années, c'est très très clair, c'est pas d'emprunt toxique et un maximum d'emprunt à taux fixe pour éviter les déconvenues évidentes. Voilà en gros pour la question. Et je rajouterai un élément, c'est évidemment ce que je disais précédemment lié à la transparence. Il faut nécessairement avoir un souci de transparence dans les choix financiers, donc politiques que l'on fait. Oui, je voulais vous dire également, demander votre avis. J'ai passé 6 années avec mon bateau en Grèce, Sicile, Portugal, Espagne. Et arrivé à La Rochelle, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours autant de gens dans la rue avec leurs chiens, chose que je n'ai jamais vue nulle part dans ces pays soi-disant en difficulté. Alors, je suis quand même très étonné parce que même au fin fond de la Sicile, j'ai jamais vu de gens tendre la main comme ça, et avec des bouteilles d'alcool, etc.
et évidemment avec les crottes de chien qui suivent. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors pour la question de la population en errance, qui est assez nombreuse à La Rochelle et dans la plupart des villes de France, d'abord quand même rappeler que c'est un symptôme d'un contexte difficile en France et en Europe, un contexte économique et social très compliqué. C'est vraiment le symptôme de ce qu'on appelle pudiquement la crise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut aller voir aussi parfois ce qu'ont mis en place les voisins. Je pense notamment à la ville de Bordeaux qui a mis en place avec... je trouve beaucoup de courage politique et d'audace, ce qu'on appelle les accueils à bas seuil, les villages à bas seuil, qui sont des structures d'accueil de la population en errance, qui sont à bas seuil, c'est-à-dire qui... d'abord, ils peuvent y rester en permanence. Il n'y a pas une histoire de s'inscrire, d'attendre sa place pour y aller. Et puis, toute la journée, toute la nuit, voilà, ils peuvent y rester. Je pense, à mon avis, que c'est la seule solution pour éviter que ce public se retrouve dans les rues, aérés, avec leurs chiens, et puis avec des produits qui conduisent à des attitudes pas toujours correctes. Je pense à l'alcool. Ça, quel que soit le public, il ne s'agit pas que de viser les SDF. En général, la consommation d'alcool à outrance ne rend jamais très faim personne. Voilà, je pense que ça, c'est une des pistes à explorer pour cette population en errance. Bonjour Anne-Jeanne Moulier, je me présente, je m'appelle Monsieur Mariel, je suis gardien dans les Minimes. Ma première question est de savoir qu'est-ce que vous feriez pour l'alcoolisme qui concerne tous les étudiants, parce que c'est vraiment un fléau. Entre l'alcool et la drogue, on s'en sort plus. La deuxième question, je voudrais savoir qu'est-ce que vous feriez pour la taxe télé que les handicapés payent. Or que dans notre région, dans le Nord, les handicapés ne la payaient pas. Je vous demande une bonne réponse. Merci. Alors, on en était à la question sur la consommation d'alcool, notamment par les jeunes, qui est un vrai phénomène qui s'amplifie là aussi dans les villes françaises et européennes, si bien que la ville de La Rochelle s'est inscrite dans un programme de réflexion et d'études à l'échelle européenne sur la consommation d'alcool, ce qu'on appelle le binge drinking, c'est-à-dire cette consommation excessive et très rapide d'alcool pour clairement se rendre malade. Ça n'est plus la question de se désinhiber un petit peu. Et plusieurs pistes ont été abordées. La première, c'est d'abord l'éternelle question de la sensibilisation. Il faut un programme national de sensibilisation des jeunes à la consommation de l'alcool et à ses effets rapides, néfastes. La deuxième question, c'est aussi la sensibilisation de ceux qui fournissent de l'alcool aux mineurs, ce qui est interdit, mais on le sait bien, c'est quand même le cas. Donc sensibiliser les commerçants à ne pas vendre d'alcool aux mineurs. Et la troisième question, c'est d'ordre plus pratique. C'est ce qu'on a mis en place à la ville de La Rochelle depuis quelque temps, sur une équipe de nuit composée d'infirmiers et d'étudiants qui vont à la rencontre des jeunes la nuit directement pour les sensibiliser à la consommation, à la non-consommation d'alcool plus exactement, et qui font vraiment de la prévention quasiment spécialisée, qui sont là pour conseiller, distribuer de l'eau, trouver un taxi pour les ramener quand il faut les ramener, etc. Et donc là, c'est mis en place depuis 2 ou 3 ans. Et je pense qu'on va pouvoir tirer le bilan de cette équipe-là bientôt. Et un troisième volet, une autre équipe de nuit, là aussi, qui, elle, est plus là pour... donc, ils vont être assermentés. Et qui, elle, cette équipe, son rôle, c'est davantage d'aller à la rencontre des commerçants, des tenanciers de bars de nuit, pour les sensibiliser, là aussi, à ce public qui est de plus en plus jeune, et à ce public qui consomme de plus en plus rapidement et massivement de l'alcool. Voilà. Mais c'est vraiment un problème compliqué national. Et c'est aussi le syndrome d'une société qui ne va pas très bien, globalement. Ça, c'est certain. Et vous aviez une deuxième question sur le département du Nord qui éviterait aux handicapés de payer la taxe sur la télé. Alors, bon, je ne connais pas le département du Nord, je ne sais pas comment ça se passe. En revanche, je ne considère pas, moi, que la population en situation de handicap soit un critère social en tant que tel. C'est-à-dire que ça n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est forcément dans des revenus sociaux bas.
En tout cas, si on considère que c'est le cas, c'est extrêmement grave. Je pense que c'est plus compliqué que ça et que les critères, s'il y a des critères de diminution de taxes, c'est en fonction des revenus sociaux et c'est pas en fonction de la situation de la personne, la situation physique, mentale, psychologique de la personne. Voilà. Et en plus, ça ne rentre pas dans le cadre des compétences d'une commune. Bonjour, Anne-Laure Jamouillet. Je suis Madame Cotteret, restauratrice dans le centre-ville, petite PME. Et en ce moment, nous avons d'énormes difficultés, que ce soit de trésorerie, que ce soit de clientèle, tout augmente. Les impôts, on n'en peut plus. La TVA va augmenter au mois de janvier. Comment la répertorier dans un monde où les gens n'ont déjà plus d'argent? Le personnel obligé de baisser. Que comptez-vous faire au niveau surtout de la TVA, puisque nous sommes tous en bas? La répercussion de la TVA, si on doit la reporter, on n'aura plus de clients. Maintenant, les fournisseurs, depuis 3 ans, prennent entre 5 et 8% d'augmentation. Je n'ai pas changé mes prix depuis 4 ans. Que dois-je faire au mois de janvier? Alors bonjour madame, sur votre question sur la TVA et liée à votre métier de restauratrice. D'abord, moi je pense que la TVA, c'est pas un impôt très, très juste. Et voilà, je trouve que l'augmentation de la TVA est rarement un bon signe. Parce que justement, ça n'est pas juste. Sur la question de la restauration et de la TVA dans la restauration, à l'échelle d'une commune, c'est difficile on n'a aucune marge de manœuvre sur la TVA, qu'il s'agisse de la restauration ou non d'ailleurs. En revanche, c'est vrai que je suis consciente que c'est un problème. Ma propre belle-sœur est restauratrice, a été obligée de se séparer de son salarié et va être obligée de fermer son restaurant, alors pas ici, du côté de Bordeaux, pour les mêmes raisons. Et là, je pense que c'est un problème véritablement national, là aussi, de rééquilibre, voire de rééquilibrage entre les participations de chacun. Et notamment, je trouve compliqué de demander à des petits restaurateurs ou à des petits commerçants, en tout cas des petites entreprises, de participer quasiment au même niveau, voire plus pour certains, que les grands groupes qui, pour certains d'entre eux, échappent à la fiscalité française. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un problème national qui mériterait une réflexion bien plus large sur la fiscalité au niveau national. Donc, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous répondre sur la fiscalité à l'échelle communale, parce qu'encore une fois, ça n'est pas une de nos compétences, mais ce sont des pistes à explorer avec les députés notamment. Voilà, j'aurais besoin d'un petit coup de main pour, pas que moi-même, et puis nous tous, les personnes qui sont en situation, on va dire, pas forcément stable. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait quand même un petit peu plus d'approche pour venir chercher les personnes des centres un petit peu plus éparpillés sur La Rochelle pour pouvoir essayer d'arriver à prendre des gens un petit peu d'ici et d'ici et d'ici, parce que c'est vrai que La Rochelle, on a l'impression que c'est petit, mais il y a des personnes, c'est vrai, qui ne se déplacent pas, qui font pas forcément tous les coins de La Rochelle, et avoir des structures avec plus de personnes, et pour passer plus de temps avec les personnes qu'ils ont en face, quoi, des personnes compétentes, pour essayer d'arriver à trouver des solutions pour moi-même et nous tous et moi-même, quoi, pardon. Et voilà, quoi. Et ben, j'espère qu'il y aura vous ferez quelque chose pour nous, et puis vous voyez, parce que moi-même je travaille et puis je suis SDF depuis 3 ans et demi, et pourtant je suis rochelais. Et je viens dépenser aussi de mon travail, mon argent chez vous, et j'aimerais bien aussi en avoir des petits retours, parce que j'ai pas vraiment de retour depuis que je suis rentré de Savoie, de retour à La Rochelle, et je me pose des questions, quoi. Je me dis peut-être au niveau de la politique, il va falloir que ça avance un petit peu, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous dans la même catégorie. Et il faut s'occuper de tout le monde, aussi bien de ceux qui ont beaucoup d'argent, enfin ceux-là ils se débrouillent tout seuls en général, mais il y a ceux qui en ont un petit peu moins, et La Rochelle est une ville où il y a énormément d'extrêmes, et c'est peut-être un peu ça le problème. C'est ou des gens qui ont énormément de sous, ou alors des gens qui sont vraiment dans une précarité vraiment assez forte, et c'est pour ça qu'il faudrait essayer d'égaliser un petit peu ces différences-là, et je pense que avec quelqu'un, voilà, qui aurait du savoir gérer un petit peu le peuple, avec ça on pourrait y arriver, je pense. Voilà. Merci Madame Jabouillet, et voilà, je vous remercie, au revoir. Alors bonjour Brice de La Rochelle.
Pour répondre à votre interrogation, enfin qui est plus une remarque, je pense que vous avez raison. Je pense que de plus en plus on assiste à La Rochelle à un écart qui se creuse entre les catégories sociales les plus aisées et les plus défavorisées, et qui se fait au détriment, j'ai presque envie de dire, au détriment du bon sens, c'est-à-dire au détriment d'abord des classes intermédiaires, des classes moyennes, et du coup au détriment des familles. Et si on n'y prend pas garde tout de suite, on va accéder à une ville extrêmement sectorisée socialement, du coup sectorisée aussi géographiquement, et ce serait assez dommage de quitter la mixité qui faisait la mixité sociale et intergénérationnelle qui fait quand même la marque de La Rochelle. Et c'est pour ça que moi je pense que la question de l'habitat et du logement, elle est centrale dans les années à venir, via la ville mais via aussi l'agglomération. Et je crois que s'il y a une priorité qui se fait en parallèle de l'emploi, mais c'est extrêmement lié, une priorité à mettre en place dans les années à venir, c'est cette question du logement et de l'habitat, et de la répartition géographique et sociale de l'habitat à La Rochelle. Mais ça, c'est un vaste débat, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, en tout cas je l'espère, puisqu'il me semblerait que vous veniez à nos cafés du projet, donc on aura, j'espère, l'occasion d'en reparler avec vous.